Comment faire pour trouver une notion de justice, un idéal de justice qui est nécessaire et qui pourtant semble introuvable. Et cette question, où est le bien, où est le juste, celui qui donne la réponse que les juristes utilisent presque sans le savoir, c'est lui qui est au-dessus de moi. Immanuel, vous voyez pas? C'est Kant, fondement de la métaphysique des mœurs. Pourquoi je fais référence à ce texte qui est essentiel pour la pensée des juristes contemporains, plus que beaucoup d'autres? D'abord, parce que ce texte a circulé dans toute l'Europe à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Portalis, qui rédige le Code civil, a lu les fondements de la métaphysique des mœurs. Et beaucoup de juristes ont lu cet auteur. Pourquoi ? Beaucoup de juristes de la fin du XVIIIe, du début du XIXe ont lu ce texte parce que beaucoup ont dû s'exiler en Allemagne pendant la Convention pour échapper aux poursuites de la période révolutionnaire. Donc il y a un échange intellectuel. De surcroît, cet ouvrage est un ouvrage de vulgarisation. Alors, on me dirait Kant, c'est le truc le plus opaque qu'on ait dû lire, c'est difficile. Comme justement l'éminent philosophe, au bout d'un moment, se lasse d'être lu par quelques centaines d'universitaires, il s'essaye à écrire un livre accessible au grand public, c'est celui-là. Allez-y, hein. C'est accessible. Ne le lisez pas à l'heure de la sieste, mais à une heure où vous êtes bien éveillé, ça fait 100-150 pages, c'est pas énorme, vous en sortirez grandi intellectuellement. Et puis, enfin, c'est encore vrai aujourd'hui, tous les manuels de base de philosophie que les juristes du XXe siècle ont utilisés en classe, on disait de rhétorique à l'époque, ou je ne sais plus comment s'appelait la terminale, tous ces ouvrages de base définissent la morale, la justice, en s'appuyant sur une pensée sans doute vulgarisée, sur celle de Kant. Et les juristes s'y intéressent d'autant plus que Kant pose le problème de la justice exactement comme les juristes se le posent. Nous voyons ici la philosophie placée dans une situation critique. Alors ici, la philosophie, c'est comme, vous pouvez dire, nous voyons ici les juristes qui, ici, comme les philosophes, cherchent ce qui est juste. Nous voyons ici les juristes placés dans une situation critique. Il faut qu'ils trouvent une position ferme. Il faut qu'ils soient capables de dire ce qui, à leurs yeux, est juste, ce qui correspond à un idéal de justice. Mais ils n'ont ni dans le ciel, ni sur la terre, de point d'attache ou de point d'appui. Autrement dit, il n'y a aucune religion, aucune transcendance. C'est ça le ciel. Il n'y a aucune religion, aucune transcendance qui puisse donner tout près un idéal de justice. Mais il n'y a pas plus sur la terre de principes, de contenus, que ce soit ceux de la tradition, que ce soit ceux d'une idéologie, qui puissent nous donner un idéal de justice
qui fera consensus. Donc nous devons avoir un idéal de justice, mais nous n'avons aucune source d'inspiration qui soit légitime. C'est ça que dit Kant dans cette phrase que les juristes peuvent mot à mot, mot pour mot, reprendre à leur compte. Et il nous dit donc, il faut que la philosophie, il faut que les juristes manifestent leur pureté en se faisant les gardiens de leur propre loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les juristes doivent trouver en eux-mêmes, de manière pure. Alors de manière pure, ça veut dire que probablement qu'on ne le verra jamais. Mais il faut que les juristes conçoivent un idéal de justice qui tire sa légitimité du droit, mais qui ne tire sa légitimité ni du ciel ni de la terre. Il faut que les juristes trouvent par eux-mêmes un idéal de justice qui vaille pour tout le monde, qui vaille en soi, sans faire référence à des données extérieures, qu'elles viennent du ciel, qu'elles viennent de la terre. Donc il faut trouver un concept pur qui puisse véhiculer et sur lequel on est d'accord. La solution, elle procède en 2 propositions. Première proposition, il faut poser l'existence d'un idéal de justice. Et deuxième proposition, il faut identifier une ou plusieurs normes qui soient capables de constituer, de donner de la chair à cet idéal de justice. La première proposition, il faut qu'il y ait un idéal, il faut affirmer, retenir l'existence d'un idéal de justice et retenir l'idée que le droit s'appuie sur un idéal de justice. Il est là. Alors, les positivistes ne savent pas ce que c'est, ne veulent pas dire ce qu'est cet idéal de justice, peut-être, mais en fait, il y en a un, parce qu'on ne peut pas admettre l'idée que le droit est injuste. Donc si on ne peut pas admettre que le droit est injuste, ça veut dire qu'au fondement du droit, il y a bien quelque chose qui est juste, un idéal de justice. Il faut juste le trouver. Mais déjà, posons qu'il existe. Et si on pose qu'il existe, eh bien, l'existence de cet idéal de justice est exclusif d'une contradiction. L'existence de cet idéal de justice suppose, c'est une considération purement logique, l'existence de cet idéal de justice suppose l'adoption d'un principe de non-contradiction. Et j'ai mis sur cet écran 2 illustrations, 2 citations qui disent sensiblement la même chose. En haut, Aristote, le père de la logique, qui nous dit il est impossible qu'une seule et même chose soit, alors, et tout à la fois ne soit pas, et la suite on peut presque l'enlever, parce que ce qui nous importe c'est qu'il est impossible qu'une seule et même chose soit ou ne soit pas, on ne peut pas être ou ne pas être. On ne peut pas dire d'une chose qu'elle est ceci et qu'elle est en même temps son contraire, sinon elle n'existe pas. Et ce que dit Aristote, la Cour de cassation le dit. La Cour de cassation ne fait pas de la philosophie. La Cour de cassation dit le droit, mais la Cour de cassation dit que dans une décision de justice, s'il y a des motifs contradictoires, et cela arrive, s'il y a des motifs contradictoires, c'est comme s'il n'y avait pas de motifs. La contradiction, en logique comme en droit, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de cassation. Alors des arrêts comme ça, il y en a à l'appel, j'en ai cité un, mais jurisprudence constante. Donc la Cour de cassation dit que ce qui est contradictoire n'existe pas, ce dont on peut déduire a contrario, c'est aussi logique, que ce qui existe est non contradictoire. En ne disant que cela,
en ne disant que cela, on a déjà identifié un principe de raisonnement, un principe de méthode qu'adoptent l'ensemble des juristes. Si on pose le principe de non-contradiction, cela veut dire, et si on pose que le droit doit être conforme à un idéal de justice, conséquemment, on doit dire que le droit doit obéir à un principe de non-contradiction. Une décision de justice ne peut pas contenir des motifs contradictoires. Mais beaucoup plus largement, l'ensemble du système juridique doit, puisqu'il est adossé à un idéal de justice qui existe, l'ensemble des règles composant le système juridique doit a priori se conformer à un principe de non-contradiction. Alors, est-ce le cas? Est-ce que le droit ne comporte pas des contradictions? Est-ce qu'on est sûr que le droit soit un système de pensée parfaitement logique, que toutes les règles s'articulent entre elles sans qu'il n'y ait jamais de contradiction? Nous sommes sûrs que tel n'est pas le cas. Je vous l'ai déjà dit, l'ensemble des règles de droit, l'ensemble des règles applicables dans un domaine du droit se singularise toujours par l'existence d'une règle de principe et de règles d'exception. Donc, dans son mode de fonctionnement, le droit introduit de manière fréquente, voire systématique, des principes et des exceptions, autrement dit des choses qui, a priori, des solutions qui, a priori, ne s'articulent pas et qui, a priori, se contredisent. Bien que fait le juriste? Bien que fait le juriste, il essaye de mettre de la cohérence entre ces différents dispositifs qui présentent en apparence une contradiction. Parce que le droit est inspiré par un idéal de justice, le travail du juriste est d'abord un travail de mise en cohérence des solutions, des normes juridiques. Lorsqu'il y a un principe et une exception, que fait le juriste, les magistrats, les auteurs? Et nous verrons que les deux travaillent main dans la main. Que font les juristes au sens large? Eh bien, ils essayent de trouver une raison d'être, une justification qui permet de rendre compte à la fois du principe et de l'exception. Et cette mise en cohérence, qui s'explique par la reconnaissance d'un idéal de justice, elle conduit aussi les juristes à rechercher, je dirais, une mise en cohérence dans le temps, on peut dire aussi une mise en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, le juriste essaye d'expliquer, en présence d'une règle nouvelle, donc une règle nouvelle qui vient contredire la règle antérieure, qu'en présence d'une règle nouvelle qui contredit une règle antérieure, il y a malgré tout une cohérence dans le changement, une continuité. De sorte que la cohérence, la mise en cohérence du droit sera une mise en cohérence aujourd'hui, à l'instant T,
on peut dire dans l'espace, et une mise en cohérence également dans le temps, pour dire que ce qui est nouveau, malgré tout, était déjà inscrit dans ce qui était ancien. Donc en l'état des contradictions qui s'observent en première apparence dans notre système juridique. La recherche d'un idéal de justice, donc la recherche d'une absence de contradiction, conduisent les juristes dans leur travail quotidien, pour reprendre la formule de Motulski, à rechercher la cohérence qui sous-tend l'ensemble de ces règles. Alors, l'idéal de justice va quand même un peu plus loin que cette conception purement formelle, et c'est le second point. L'idéal de justice existe, et second point, l'idéal de justice conduit à reconnaître au moins deux grands principes deux impératifs structurants à travers deux formules que vous connaissez. Un impératif moral peut valoir comme règle de justice, s'il peut valoir en même temps, si en même temps il peut devenir une loi universelle, c'est-à-dire que si tout le monde l'adopte, il est possible de faire société. Donc c'est un impératif moral, un impératif, une action que l'on conduit en raison d'une règle, une action qu'on conduit par devoir, ce devoir étant susceptible d'être universalisé. Et cette proposition traduit ce qu'on peut dire en langage plus moderne, traduit un impératif de sociabilité. Un impératif de sociabilité qui est que chaque individu ne peut pas raisonner uniquement en considération de ses intérêts. Chaque individu doit avoir la conscience d'autrui. C'est ça l'impératif de sociabilité. Donc il n'y a pas de règle dans le Code civil qui dit que tout le monde doit avoir la conscience d'autrui. Ça, c'est pas écrit. Mais cette conscience d'autrui, cet impératif de sociabilité est un sous-jacent, un fondement qui fait partie de notre idéal de justice implicite de juriste. Et l'autre impératif que nous livre, tout cousu, cousu main, toujours le même, c'est l'impératif de dignité. C'est l'impératif de dignité c'est cette idée, cette formule que vous connaissez. L'homme est une fin en soi. Kant dit ce qui singularise chaque individu, c'est sa volonté, c'est-à-dire sa capacité à se donner lui-même sa loi et à concevoir que la loi qu'il se donne peut être universalisée. Eh bien, cette proposition implique nécessairement qu'aucun homme ne puisse instrumentaliser autrui, son alter ego. Aucun homme, aucun être humain ne peut instrumentaliser son alter ego parce que s'il le fait, s'il l'instrumentalise, il soumet la volonté de cet alter ego à la sienne et donc il nie l'humanité de cet alter ego. Donc il doit tenir l'alter ego pour un égal que lui-même, pour une fin en soi, c'est-à-dire pour une fin comme il est lui-même sa propre fin. Eh bien, cette exigence
Cette exigence, j'en ai pour 2 minutes, c'est ce qu'on peut appeler l'exigence de dignité. C'est le fait que la volonté, c'est la liberté, j'en ai pour 2 minutes. Que tout un chacun sommes dépositaires d'une liberté. La liberté étant la volonté, la capacité de se donner sa propre loi pour agir pas seulement sur ses impulsions, mais pour agir raisonnablement en utilisant sa raison. Bon, si tout un chacun a ce capital de liberté, une maxime universelle qui vaut pour tous suppose qu'on préserve chez chacun cette capacité à être libre, à être un homme libre. Alors ça, que l'homme soit une fin et jamais un moyen, quels sont aujourd'hui les textes qui portent cette exigence de dignité? Bien, je suis sûr que vous avez la réponse. Ce sont toutes les règles issues des normes supralégislatives et des grandes déclarations de droit. 89, 46, Convention européenne, qui toutes sont l'expression de cette dignité en ce qu'elles posent un principe d'inaltérabilité, d'inaliénabilité de ces libertés et droits fondamentaux qui font l'humanité de chaque être humain.